Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Sciences Po dans un amphithéâtre bien nommé, qui a été nommé il y a seulement 4 ans, l'amphithéâtre Simone Veil. Je rappelle que Simone Veil et Simone Jacob a été déportée par le convoi 71, et pas par le convoi 77, mais là où elle nous regarde, elle est sûrement contente que à Sciences Po, grâce à l'initiative de l'association Convoi 77 et des étudiants membres du projet collectif Convoi 77 à Sciences Po, cette manifestation et cette rencontre peut avoir lieu ce soir ici. Et je vous remercie d'être venus nombreux, étudiants, non étudiants, quels que soient les âges et quelles que soient les origines. Je serai le modérateur de cette conférence ce soir. Je m'appelle François Elbrod, je suis ici à double titre. Je suis à la fois professeur associé à Sciences Po, j'enseigne ici depuis un certain nombre d'années. Je suis membre du conseil de l'Institut, donc au nom de l'Institut d'études politiques, je suis ravi de vous accueillir. Et enfin, je suis vice-président du mémorial de la Shoah. Et enfin, je dirais last but not least, je suis membre de l'association Convoi 77. Pourquoi je suis membre de l'association Convoi 77? D'abord parce que le projet que va vous présenter son président et son fondateur, Georges Mayer, à ma gauche, pour vous, à votre droite, est un projet absolument formidable, tant sur le plan pédagogique, culturel et européen. Et c'était vraiment un projet d'envergure. Je suis très heureux que les étudiants de Sciences Po participent à ce projet collectif, parce que c'est une manière de revisiter l'histoire, de mieux comprendre l'histoire, de s'y arriver au destin des Juifs déportés de France, quelles que soient leurs origines et quel que soit leur parcours. La deuxième raison, c'est qu'hélas, dans le convoi 77, il y avait 8 membres de la famille de ma grand-mère, 2 grandes-tantes, un arrière-grand-oncle, de nombreux cousins, qui ont été déportés par ce dernier grand convoi parti de Paris le 31 juillet 1944, avec plus de 1300 personnes dans ce convoi et très peu de rescapés. On a une dernière rescapée qui vient souvent témoigner au mémorial de la Shoah, qui est Yvette Lévy, qui est une femme remarquable, qui est d'ailleurs venue témoigner à Sciences Po il y a 1 an, 2 ans, 2 ans. Et donc, c'est une des derniers témoins de ce grand convoi. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Georges Mayer, président de l'association Convoi 117, puis je la reprendrai pour vous présenter nos 3 intervenants de ce soir, 3 historiens remarquables et reconnus, spécialistes des questions mémorielles et de l'enseignement de la Shoah. Et ils présenteront chacun leur intervention de l'ordre d'une quinzaine de minutes. Et après, comme nous avons jusqu'à 21h, nous pourrons prendre vos questions et échanger avec vous sur ces questions qui nous intéressent. Je vous rappelle le titre de la conférence, c'est « Commémorer la Shoah au XXIe siècle, nouveaux défis, nouvelles perspectives ». Je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc, au nom de l'association Convoi 77, je suis très heureux de vous voir tous ici présents et je voudrais en profiter pour saluer ceux qui nous suivent aussi et qui se trouvent loin pour un certain nombre d'entre eux, puisque parmi les personnes qui nous suivent en Zoom, un certain nombre d'entre eux viennent d'Italie, d'Allemagne, de Pologne, si je ne me trompe, du lycée français de Varsovie, et si je ne me trompe, et si elle a réussi à nous joindre, une personne qui se trouve actuellement en Ukraine et qui a participé à ce projet et qui souhaitait être avec nous ce soir. Donc, au nom du Convoi 77, je voudrais d'abord remercier nos amis de Sciences Po et Christine Pierre, ici présente, qui est la coordinatrice du projet que réalisent les étudiants. Je voudrais remercier les étudiants, Théo qui n'est pas là, Manon, Emma et François-Xavier qui ont organisé concrètement cette soirée, et bien évidemment les panélistes de ce soir que vous allez entendre d'ici un instant. Donc commençons par Florian Schneider, ensuite, je dis chaque fois votre prénom, Sébastien Ledoux et Yanis Roder. Quelques mots sur le convoi 77, donc, qui est le dernier grand convoi qui a quitté la France le 31 juillet 1944. Aucun des convois n'aurait dû partir, mais celui-là peut-être un peu moins que les autres. Les Américains se trouvent à moins de 20 km de Paris. Les Allemands ont perdu la guerre, c'est clair pour tout le monde.
mais Alois Brunner, qui est le responsable, le nazi qui est responsable du camp de Drancy, décide, après l'attentat contre Hitler, attentat manqué du 20 juillet 1944, de faire partir un dernier grand convoi. Et comme il n'a pas suffisamment de gens pour faire un convoi comme il le souhaiterait, il va faire rafler dans les orphelinats de l'UGIF, donc une organisation juive de la région parisienne, plus de 300 enfants qui vont donc partir aussi. Le plus jeune avait quelques jours, vont donc partir en direction d'Auschwitz. François a évoqué son lien avec le convoi. Je vais le faire aussi brièvement. Mon père était dans ce convoi et il a été un des survivants de ce convoi. C'est la raison pour laquelle j'ai la chance d'être aujourd'hui parmi vous. Deux mots sur le projet très rapidement. Ce projet est avant tout un projet éducatif et ensuite mémoriel, et il a pour objectif de transmettre autrement, et j'insiste sur le mot autrement, l'histoire de la Shoah aux adolescents qui sont nés au XXIe siècle. La façon dont on enseigne la Shoah, d'ailleurs aussi bien en France que dans de nombreux pays, est traditionnellement un enseignement frontal. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que les intervenants vont vraisemblablement aborder cet aspect des choses. Et nous avions le sentiment, nous, enfants ou familles de déportés, qu'il était important d'essayer de trouver des démarches un petit peu différentes. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ce projet, nous confions à des adolescents qui sont nés ou qui vivent aujourd'hui dans des villes ou des villages d'où était issu un déporté particulier, la responsabilité de mener une investigation et d'écrire la biographie d'une personne qui donc était née là où ils vivent aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est une démarche qui inverse un petit peu les choses. Les enfants sont des acteurs. Ils font un véritable travail de recherche, une véritable investigation historique et généralement de grande qualité. Les enfants qui travaillent sur ce projet travaillent à partir de la classe de 3e jusqu'à la terminale. Et pour vous donner un rapide point de la situation de ce projet qui a débuté il y a de cela maintenant 5 ans, plus de 270 biographies ont été réalisées par des élèves et ont été mises en ligne sur le site de notre association, aussi bien en français qu'en anglais, puisque notre site est bilingue, et aussi en polonais, puisque nous avons une partie en polonais. Nous avons à l'heure actuelle plus de 300 projets en cours de réalisation dans un certain nombre de pays, et le projet lui-même a démarré dans 19 pays européens et du bassin méditerranéen. Et je citerai en passant, parce que c'est aussi important pour nous, des très beaux projets qui ont été réalisés en Algérie, en Tunisie, au Maroc et aussi en Égypte. C'est l'occasion aussi de dire que les gens qui ont été déportés par le convoi 77 venaient, et par tous les convois malheureusement, d'horizons très très différents. Et je crois que c'était un point important à rappeler. Donc, je vais maintenant redonner la parole à François qui va pouvoir présenter les intervenants. Merci beaucoup, Georges. Je vais d'abord donner la parole à Floriane Schneider. Floriane est titulaire d'un doctorat en histoire contemporaine de l'Université Paris 1. Elle est agrégée d'histoire. Elle a enseigné à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Elle a aussi enseigné en ZEP pendant 9 ans. Elle est aujourd'hui professeure des classes préparatoires aux grandes écoles et des lycées. Elle a publié dans différentes revues, Hypothèse, Archives juives, les cahiers de la Shoah. Et elle a surtout publié une thèse en 2013 qui a fait l'objet d'un soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et cette thèse s'intitule « Shoah dans l'atelier de la mémoire, France 1987 à aujourd'hui ». C'est évidemment pour cette thèse et ce travail et cette réflexion que nous l'avons invitée ce soir. Et le thème qu'elle souhaite aborder ce soir est justement très introductif à nos réflexions et à nos discussions que nous pourrons avoir. C'est une double décennie dans la fabrique de la mémoire 1980-2000. Effectivement, c'est une période très intéressante sur la fabrique de la mémoire en France. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Floriane. Merci beaucoup. Merci. Alors d'abord, moi je tiens, puisque nous avons une Ukrainienne avec nous, d'une certaine manière, à associer mon intervention aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, et aussi à l'histoire et à ce qu'on leur inflige en ce moment.
Alors, donc, quelques mots. Finalement, en fait, ce sont des balises que je jette et qui permettront de lancer la discussion, de lancer les discussions. Donc, effectivement, ma communication, je l'ai intitulée « Une double décennie dans la fabrique de la mémoire de la Shoah en France ». Alors, les années 80, début des années 2000, beaucoup mes travaux se sont arrêtés. Enfin, pour ce dont je vais parler au moment de la publication de l'ouvrage, qui est donc extrait tiré de ma thèse, qui portait très exactement sur la construction de la mémoire collective de la Shoah en France entre 1987 et 2000. Alors, à partir de cette thèse, en fait, qui a été très largement raccourcie, puis remaniée et actualisée, donc a été tiré un ouvrage qui s'intitule Shoah dans l'atelier de la mémoire 1987-2012. Et il me semblait en effet, et donc là je ne tirerai que quelques fils à partir desquels nous pourrons discuter ensemble, que d'abord de relever qu'au moment où l'ouvrage paraît, donc en 2013 en l'occurrence, les programmes d'histoire des classes de lycée venaient juste d'être remaniés pour notamment faire figurer au programme des classes de terminale un chapitre intitulé « L'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ». Alors de cela nous discuterons ce soir, de ces liens, de la dialectique entre histoire et mémoire et de ce qu'on peut en faire notamment pour enseigner autrement l'histoire de la Shoah. Alors, pour vous présenter mes travaux un peu plus en détail, je dirais que, pour commencer, que ceci portait sur la dimension publique et visible de la mémoire collective française quant à la question de la Shoah. Et donc, un mot, mais très rapide de contexte, à un moment où on assiste à une vague de la mémoire qui déferle sur l'ensemble des pays, en particulier pour ce qui m'intéresse l'Europe occidentale. Et pour le coup, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de restituer dans son entière cohérence une double décennie, comme je l'ai donc précisé dans le titre de mon intervention, une double décennie de dynamique mémorielle propre à la Shoah, parce qu'il me semblait qu'il y avait là une séquence temporelle qui marque rétrospectivement, et peut-être plus encore aujourd'hui, dès lors que cette question de l'histoire de la mémoire a été introduite dans les classes, notamment de lycée, un temps particulier justement de cette mémoire. Peut-être essayer de comprendre comment on en est venu à enseigner cette histoire de la mémoire. On fait des sortes de pauses sur des moments particuliers, le procès Barbie, les procès plus généralement contre l'humanité qui ont eu lieu en France. On fait aussi un temps de pause éventuellement, selon les choix qu'on fait en classe sur l'allocution présidentielle de Jacques Chirac le 16 juillet 1995. Mais comment, en fait, ces motifs, qui aujourd'hui figurent dans les manuels scolaires, en sont-ils venus à composer, en fait, la trame d'une mémoire collective? Alors, quand je parle de mémoire collective, ici, je vais un peu simplifier un phénomène qui est ô combien complexe, que mon voisin a étudié de manière remarquable. C'est en fait un ensemble de représentations, qui ne sont absolument pas figées ou statiques. Il faut bien avoir en tête, en l'occurrence, que cette mémoire collective, elle résulte d'interactions sociales entre une multiplicité de vecteurs et d'acteurs, ce qui la rend par nature fluctuante. Par conséquent, une partie de mon travail consistait à lui rendre son épaisseur historique, à la révéler dans la durée d'une double décennie et essayer de rendre compte des modalités, mais également des temporalités de sa construction, en prenant pour point de départ justement le procès. Ça, c'est moi, mon hypothèse de départ, donc de partir du procès de Klaus Barbie en 1987, en m'appuyant sur trois vecteurs essentiels de cette mémoire en particulier. J'ai bien conscience que ce ne sont pas les seuls. Les médias, l'école, on pourra revenir sur cela parce que je n'ai pas épuisé l'ensemble de ce qu'on peut appeler l'école dans mon travail de dépouillement, et puis les cérémonies commémoratives. Alors, quelques mots sur 1987, puisque désormais cette date figure dans bien des manuels scolaires. C'est l'année du procès Barbie, comme vous le savez, un procès qui a incontestablement marqué l'opinion française, que ce soit sur le moment ou plus encore postérieurement. Alors c'est un événement judiciaire, un événement médiatique, et pour moi, il a fait entrer la France, alors là par contre je reprends une expression qui a été employée par Pierre Maurin au moment des faits, donc un procès qui a fait entrer la France dans un nouvel âge de la mémoire génocidaire, à savoir un âge de la mémoire génocidaire qui a correspondu avec l'intronisation des témoins et également celui de la reconnaissance des victimes. D'autre part, ce procès Klaus Barbie, il a retenu mon attention parce qu'il m'a semblé qu'il a indexé la mémoire de la Shoah en France, puisque c'est ce pays-là que j'ai étudié dans mes travaux de recherche. Donc, ce procès a indexé la mémoire
de la Shoah sur celle de Vichy. En effet, à partir de 1987 et jusqu'en 1993-1994 environ, en fait, la Shoah s'est retrouvée, est-ce que j'ai pu l'aborder, essayer de la mettre au jour, de mettre un peu à plat les plis qui commencent de la constituer en mémoire collective. Bien, celle-ci, en fait, s'est retrouvée compulsivement revisitée au prisme de Vichy, et plus particulièrement de la question des responsabilités françaises dans les persécutions, les rafles et la déportation des Juifs, qui commence à constituer le point nodal d'une mémoire de plus en plus partagée. Tout cela s'est fait progressivement. Et cette question des persécutions, des rafles et de la déportation des Juifs, j'en dirai un mot très rapidement en fin d'intervention. On verra comment elle a été traitée dans des manuels qui viennent d'une vingtaine d'années de cela. Enfin, pour terminer à propos de ce procès Klaus Barbie, en fait, je considère qu'il a également ravivé et surtout radicalisé la demande sociale relative au jugement des complices français de génocide, donc les Le Gay, Touvier et Bousquet notamment, contre lesquels Serge Sarcel et les fils et filles de déportés juifs de France ont commencé une action militante dès la fin des années 70. Et il se trouve que cette demande sociale relative au jugement de ces complices français de génocide, elle a été très largement relayée, parfois avec quelques distorsions, par ce que j'appellerais la mémoire médiatique, qui, pour servir de caisse de résonance à cette revendication ou à ces revendications, selon qu'on considère pour le coup qu'elle émane de milieux pluriels, les médias en fait ont retenu 3 thématiques majeures que l'on retrouve ressassées presque de manière obsessionnelle dans certains journaux au cours de la première moitié des années 90, à savoir la figure de l'enfant juif assassiné, bien évidemment corrélée à l'évocation de la rafle des enfants d'Isieux à la barre du procès Barbie. D'autre part, la question, donc, comme je viens de le dire, des complicités françaises. Et enfin, la question des camps d'internement en France. Et là aussi, un point sur cela, dans la manière dont ils étaient abordés, dont elle était abordée, plutôt, cette histoire des camps d'internement dans les manuels. Alors, pour le coup, il y a également une vingtaine d'années de cela, mais ce qui nous permettra de mesurer ou non les progrès qui ont été accomplis dans ce domaine et ce qui est livré aujourd'hui comme matériel pédagogique à destination des enseignants, toutes classes confondues. Alors, donc ça, c'est une première période qui débute donc avec le procès Klaus Barbie, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans mes travaux, et qui court plus ou moins jusqu'aux années 93-94, au moment où s'ébauche un temps de l'apaisement, pour reprendre un terme qui est employé par les différents acteurs de la mémoire à ce moment-là. Alors, une sorte d'ébauche, comme je dis, parce qu'on peut trouver un premier moment, un premier marqueur dans ce temps de l'apaisement en février 93, lorsque le président François Mitterrand institue par décret présidentiel une journée, je cite, une journée nationale commémorant les persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait, dite gouvernement de l'État français, gouvernement de l'État français entre guillemets, en ajoutant entre parenthèses 1940-1944. Donc voilà l'intitulé du décret présidentiel, date qui est fixée au jour anniversaire de la rafle du Veldiv. Alors, dans les manuels, on l'a vu très largement, la dynamique d'apaisement, en fait, on considère qu'elle est pleinement concrétisée par la reconnaissance officielle, et c'est ce que disent d'ailleurs les médias à ce moment-là, contemporains de l'événement, donc par le successeur de François Mitterrand, Jacques Chirac, lorsqu'il reconnaît, ce sont ces termes, une faute collective de la France à l'occasion du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv. À l'occasion du 16 juillet 1993 constitue assurément un tournant dans le processus de construction mémorielle de la Shoah. D'une part, parce qu'elle initie une reconfiguration mémorielle, dont je vais dire un mot, parce que là aussi, on peut peut-être non avoir trouvé des points d'appui pour enseigner la Shoah, des portes d'entrée à celle-ci. Donc, cette allocution, elle initie une reconfiguration mémorielle qui caractérise la période suivante. On verra, parce que de nouveaux motifs viennent se surimposer aux précédents, que je vous ai évoqués précédemment. Une période également qui est marquée par la progressive institutionnalisation de la mémoire de la Shoah. Alors, progressive institutionnalisation de cette mémoire, parce que dans la seconde moitié de la décennie 1990 et jusqu'au début des années 2000, au moment où s'arrêtent mes travaux, s'affirme le rôle croissant de l'État et des politiques, et nous avons affaire à un discours de la mémoire qui est désormais un acte politique pleinement assumé par les pouvoirs publics. Là aussi, c'est ainsi que c'est présenté, en particulier donc, dans un certain nombre de médias.
des pouvoirs publics qui combinent leur participation active aux cérémonies commémoratives sur lesquelles j'ai pu me pencher, avec des mots forts censés s'imprimer dans la mémoire collective. Je vous ai parlé également de reconfiguration mémorielle, parce que c'est au cours de cette troisième période, en fait, que se surimposent aux motifs précédents deux nouveaux motifs en particulier, enfin trois nouveaux motifs. Le motif des Justes de France, dont on trouve notamment une première forme de prise en charge par les pouvoirs publics lors de la cérémonie de Thonon les Bains, qui s'est déroulée en novembre 1997, 10 ans avant l'entrée des Justes au Panthéon, en 2007. Le deuxième motif, c'est celui des enfants cachés, qui est de plus en plus invoqué, notamment dans le cadre d'une éducation à la citoyenneté, alors en jouant aussi sur un ressort compassionnel dont on pourra évoquer le bien fondé ou pas, et en fonction aussi de l'âge des publics, je pense. Et puis un dernier motif, pour le coup là, donc cette fois-ci mon voisin de droite rebondira peut-être sur cela, c'est la question de tout un renouvellement historiographique qui porte sur la figure des bourreaux et qui est très largement aussi répercuté dans un certain nombre de vecteurs de mémoire au cours de cette période. Pour terminer, à propos de cela, deux remarques. La première, donc, je disais qu'on avait une forme d'apaisement qui s'est traduit par une institutionnalisation, mais aussi une patrimonialisation. Alors de cette mémoire, là aussi, c'est un terme dont on pourra discuter, en fait une inscription dans l'espace de cette mémoire, parce qu'on considère que les témoins directs, notamment arrivant au soir de leur vie, l'une des conditions de la pérennisation de la mémoire dont ils étaient les porteurs, c'était donc un ancrage spatial qui débute donc en 1994 avec le musée mémorial d'Isieux, qui est inauguré donc, au printemps donc, de cette année par le président de la République en personne, après des polémiques à propos de sa non-prise de parole lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. Et puis ensuite, donc, à partir des années 2000, là, on a une multiplication de lieux de mémoire en France, à Paris évidemment en 2005 avec le mémorial de Shoah, mais aussi donc en province. Pour citer des exemples, le mémorial de l'internement et de la déportation à Compiègne, Royaulieu, qui a été inauguré en 2018, et celui du mémorial de Camp-Gutsalpt, qui a été inauguré en 2015. Alors, je disais que j'évoquerai dans les quelques minutes qui me restent très très rapidement, donc au cours de ces études, ce que j'ai pu trouver comme récit historique dans les manuels, qui était alors donc le matériel pédagogique mis à disposition des enseignants, en dissociant simplement deux points. De quelle manière, elles sont très 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 grossières ici, nous pourrons en discuter, de quelle manière, dans les manuels scolaires, en fait, la question de la participation donc, des Français au rafle et à la déportation des Juifs a été traitée à un moment où, comme je l'ai dit, l'action militante de Sacher-Mansfeld, entre autres, a été très largement répercutée et a trouvé une caisse de résonance dans le palais de justice de Lyon au moment du procès Barbie, mais pas uniquement. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai pu observer, c'est que, contrairement à certains discours qu'on a pu entendre concernant cette question-là, les manuels, en tout cas pour les manuels de secondaire, les manuels qui ne occultent pas grand-chose de cette responsabilité. Les choses sont dites avec énormément de clarté et très circonstanciées. Et même en avance sur le discours officiel que tiennent notamment les pouvoirs publics sur cette question. Il y a beaucoup de réticence, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de friction, il y a beaucoup de sources de tension. En revanche, concernant la manière dont on rend compte de la Shoah dans les manuels secondaires, alors là, c'est un peu plus effarant. Dans les années 80, on a beaucoup d'erreurs, ou du moins d'approximations, et en particulier sur la géographie concentrationnelle. La différence entre camp de concentration et camp d'extermination, qui peut paraître aujourd'hui peut-être un peu adolescent, n'est pas clairement faite dans la majorité des manuels scolaires que j'ai pu dépouiller. Alors ça, c'est une confusion qui est en plus perpétuée pendant des années. Alors après, il y a une césure. En 1994, donc une nouvelle livraison d'une dizaine de manuels scolaires paraissent, produits par différents éditeurs. Et alors, en revanche, une mise au clair a été faite et on a des dossiers historiques beaucoup plus justes, avec encore un peu quelques
d'imprécisions, on a des dossiers historiques beaucoup plus justes sur cela, jusqu'à ce que dans les manuels qui accompagnent la réforme du début des années 2000, on ait une mémoire de la Shoah. Ce sera, pour clore mon intervention, une mémoire de la Shoah qui soit à la fois une histoire de la Shoah qui soit beaucoup plus justement traitée dans les manuels et une mémoire de la Shoah qui commence à intégrer, donc comme je l'ai dit en début de communication, qui commence à intégrer les programmes scolaires et les préoccupations scolaires plus généralement, mais ça sera la transition pour la communication de Sébastien. Ce à un moment où la mémoire de la Shoah, en fait, se trouve bousculée et même contestée dans sa prééminence, et jusque dans les finalités qu'on lui assigne, finalités civiques, finalités morales, aussi, on en parlera, qu'on lui avait attribuées jusqu'alors, et en particulier, justement, au moment de ces années 90, à savoir le fameux devoir de mémoire. Merci beaucoup, Florian. Merci pour cet exposé très complet qui, en plus, c'est pour ça que nous avons demandé à travailler en premier, cadre bien les bases de cette découverte, de cette histoire. Ça peut paraître étrange que c'est seulement au début des années 80 qu'on se pose ces questions, mais c'est effectivement qu'au début des années 80 qu'on se pose ces questions. Il y avait très bien montré ces questions d'abord un peu confidentielles deviennent de plus en plus publiques à partir du procès Barbie dans les années 90 et 2000. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Sébastien Ledoux. Sébastien Ledoux est enseignant à l'Université de Paris 1 et aussi à Sciences Po Paris. Il a soutenu en 2014 une thèse d'histoire avec un titre intéressant, et surtout un contenu très intéressant, le devoir de mémoire, une formule et son histoire. Juste une anecdote, au mémorial de la Shoah, on lutte contre le devoir de mémoire. C'est un combat que nous avons, nous sommes contre le devoir de mémoire. Nous sommes pour, je vois des sourcils qui se froncent, nous sommes pour l'enseignement de l'histoire. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une mémoire, et la mémoire est subjective. Nous sommes pour l'enseignement de l'histoire, il y a des faits, il y a des actes, et évidemment, par rapport aux falsificateurs de l'histoire, il est bon d'enseigner l'histoire. Et donc, effectivement, le terme devoir de mémoire, qui est devenu un terme galvaudé totalement de par les journalistes, de par les politiques, chaque fois, ils se sentent obligés d'articuler ces trois mots, devoir, de mémoire. À chaque fois qu'on en a un en mémorial, on sort ça, pas récemment Valérie Pécresse. Donc, moi, ça m'horripile et justement, ça m'a beaucoup intéressé d'entendre Sébastien. Mais Sébastien, au-delà de ce travail initial pour sa thèse, travaille sur des thématiques liées aux lois mémorielles. Et c'est très intéressant. Il a travaillé notamment sur les lois mémorielles, historiographie des études mémorielles. Il a aussi travaillé sur les mémoires des traites de l'esclavage et de la guerre d'Algérie. Il a travaillé sur les mémoires de la Shoah et il a une réorientation désormais de sa carrière vers l'école face aux attentats, notamment depuis les attentats de Charlie Hebdo. Et tout récemment, il vient de publier aux éditions Belin La Nation en récit de 1970 à nos jours. Et donc, nous allons l'écouter sur le thème de sa conférence de ce soir, où je n'ai pas tout compris, l'évolution de la mémoire de la Shoah entre normalisation et numérisation. Merci. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux membres de l'association Convoi 77 de cette invitation, qui évidemment m'honore. Et je vais donc pendant un quart d'heure essayer d'expliquer ce titre, mais aussi un itinéraire de recherche pour vous faire comprendre un peu, comme on dit, d'où je parle. Alors, je vais commencer par le devoir de mémoire. Alors, évidemment, moi, je suis parti sur cet objet de recherche devoir de mémoire dans ce qu'on appelle une neutralité axiologique, c'est-à-dire j'étais ni pour ni contre pendant les 6 ans de ma thèse, et il fallait évidemment que je ne prenne pas parti pour essayer de comprendre finalement cette fabrique de ce terme, de cette formule de devoir de mémoire qui s'est imposée au début des années 1990. Je vais arrêter tout suspense là-dessus, puisque effectivement c'est une expression qui apparaît dans les années 1970 a priori. En tout cas, je n'ai pas retrouvé d'occurrence auparavant, avant les années 1970, et en tout cas qui s'impose comme une formule incontournable du discours médiatique, politique, au début des années 1990. Évidemment, je reviendrai sur ces conditions, sur les conditions dans lesquelles ce terme s'est imposé
puisque cela concerne directement l'histoire de la mémoire de la Shoah. Alors, je pars de mon itinéraire de recherche. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je commence à travailler sur le devoir de mémoire, j'interroge différents historiens, historiennes. Je fais une enquête aussi auprès d'enseignants du secondaire. Et à 90%, le devoir de mémoire est associé à la mémoire de la Shoah. On est à la fin des années 2000. On est en 2008, 2009, quand je commence ma thèse. Et en fait, on a vraiment une co-occurrence entre un terme, devoir de mémoire, et la mémoire de la Shoah. Donc, où les enseignants me disent « Ah oui, non, mais moi, clairement, pour moi, spontanément, la mémoire de la Shoah, le devoir de mémoire, c'est lié à la mémoire de la Shoah. » Mais même parmi des historiennes et des historiens, en fait, on me dit que c'est associé à Primo Levi et ensuite aux origines, aux témoignages des rescapés après 1945. Et donc, je pars sur cette enquête-là à partir de ces deux présupposés, de ces deux hypothèses, finalement d'origine de devoir de mémoire, à travers donc un livre de Primo Levi et à travers donc le témoignage des rescapés qui aurait été fait après 1945 au nom du devoir de mémoire. Je vous explique cela parce qu'en fait, dans les années 1990, vous avez un terme devoir de mémoire qui va être complètement associé à une pratique, la pratique testimoniale, la pratique de témoigner, justement. On va retrouver donc dans ce qu'on a appelé, dans ce que Annette Weberka a appelé l'ère des témoins, où on va retrouver de plus en plus de témoins, et notamment dans les classes, qui justement vont livrer leur expérience auprès des élèves. Et ce terme-là va justement finalement gagner en polysémie, hein, c'est-à-dire il va avoir plusieurs sens, dont celui-là, dont celui de devoir de témoigner. Alors il se trouve qu'en fait Primo Levi n'a rien à voir avec ce terme-là, et que ce que j'ai pu trouver, c'est que vous avez un livre en 1995 qui est édité au Mille et une nuits, qui s'appelle Devoir de mémoire de Primo Levi, qui est un entretien qu'il a pu faire avec deux universitaires italiens en 1983, mais ce sont les éditeurs de 1995 qui ont donné le titre Devoir de mémoire justement à cet entretien-là, et absolument pas Primo Levi, qui n'a pas utilisé en fait ce terme. Il parlait de devoir de témoigner, lui, évidemment, qui est complètement proche, hein, mais il n'a jamais parlé, lui, de devoir de mémoire. Donc ça, c'est le premier point, l'un des acquis de cette recherche, je dirais, au bout des 2 premières années. Et puis, plus intéressant encore, en fait, quand on me disait d'aller voir dans les archives des associations juives de rescapés de la Shoah, donc après 1945, j'y suis allé. Je n'ai jamais trouvé de terme de devoir de mémoire dans ces archives-là, mais, et donc je signale parce qu'il me semble que c'est important aussi dans cette question historiographique, puisqu'on maintenant elle est en plus intégrée dans le milieu scolaire, dans les programmes, hein, l'histoire de la mémoire de la Shoah, mais j'ai trouvé par contre des associations, et notamment l'Amicale des anciens déportés juifs de France, qui a été créée en 1945, qui a commémoré régulièrement dans les années 50, notamment la rafle du Veldiv, mais pas seulement, dans les années 1960, qui a régulièrement commémoré la Shoah. Et là, il faut se rappeler du cadre historiographique des années 90-2000, où on parlait du silence, de l'oubli, de l'occultation des années, pas d'après-guerre, parce que Annette Weberka avait fait sa thèse là-dessus, donc on savait qu'après la guerre, il y avait eu beaucoup de publications, mais on parlait de cet oubli-là dans les années 50-60. Or, moi, je ne trouvais pas ça, je ne trouvais pas de silence, je ne trouvais pas d'oubli, en tout cas dans le cadre d'associations juives et dans le cadre de commémoration, puisque le thème c'est la commémoration ce soir, je trouve que c'est utile de le repérer, mais on était bien isolés au début des années 2010 pour dire ça. Quand je dis « on », il y avait François Azouvi qui donc a publié ce livre justement sur le thème du silence et qui remettait en cause cette thèse du silence, et puis est venu, et donc je le tiens évidemment à le saluer, à le féliciter, est venue la thèse de Simon Perego, qui a été publiée, donc Pleurons-les, hein, qui a été publiée très récemment, il y a 2 ans. On l'a présenté au Mémorial de la Shoah, d'ailleurs, on a fait un débat, j'ai eu le plaisir d'animer un débat au Mémorial en début septembre dernier, qui, lui, d'une façon maintenant irréfutable, démontre qu'il y a eu énormément d'évocations au sein du monde juif. Et lui, il a étudié le monde parisien, hein, au sein du monde juif, énormément d'évocations, énormément de commémorations de la Shoah dans les années 50, 60, ce qu'on appelle aujourd'hui la première mémoire de la Shoah. Donc ça me semble très important de le dire. C'est-à-dire que si effectivement vous entendez encore parler du silence autour de la Shoah dans les années 50-60, il faut absolument préciser que dans le monde juif, il n'y a pas eu de silence,
il y a eu transmission, il y a eu commémoration. Il y avait vraiment énormément de commémorations, et évidemment, je renvoie à son livre, qui est extrêmement riche. Donc ça, c'est aussi un petit acquis. Moi, vraiment, de façon très modeste, à ma petite échelle, j'avais pu trouver ça, j'avais écrit un article, et puis je ne suis plus revenu là-dessus, mais on n'était pas beaucoup, encore une fois, il y a une dizaine d'années, à dire qu'il y avait quand même aussi une mémorialisation de la Shoah dans les années 50-1960. Autrement dit, on avait confondu deux choses. On avait confondu justement une mémoire publique, une politique publique de la mémoire de la Shoah qui apparaît dans les années 1980 et surtout 1990, mais dès les années 1980, donc comme l'a rappelé ma voisine, on a confondu ça avec une mémoire qui existait bien, et c'était de la mémoire, mais qui n'était pas effectivement de l'ordre d'une politique publique, ça évidemment. Donc il faut toujours distinguer les niveaux de mémoire, hein, comme dirait Maurice Halbwachs ou comme dirait aujourd'hui Sarah Gainsbourg. Donc là, on a en fait cet acquis-là historiographique qui me paraît important de rappeler aujourd'hui. Et puis, le terme même de devoir de mémoire, j'en viens au cœur de mon sujet, effectivement, va s'imposer comme formule du discours public au début des années 1990, et là encore, lié directement à l'histoire de la mémoire de la Shoah, puisqu'en fait, ce terme-là va, je dirais, exploser, excusez-moi de l'expression, en tout cas s'imposer à travers une contestation, un sujet extrêmement controversé, ce qu'on appelle une controverse publique, en fait, qui est la reconnaissance par Mitterrand du rôle de Vichy dans la déportation et l'extermination des Juifs en France. Et c'est un terme qui va être porté par des acteurs politiques, par des acteurs médiatiques, par des acteurs associatifs. Là, on est dans les années 1980, fin 80, début 90. Bon, j'ai mis en exergue quelques figures. Michel Noir. Michel Noir, c'est un homme politique qui a été l'un des premiers à utiliser le terme de devoir de mémoire. On est à la fin des années 90. C'est lui qui va justement créer le Centre d'histoire et de la résistance et de la déportation. On est en 1992 ensuite, mais qui a souhaité cela. Et puis, il faut le rappeler évidemment, on est dans une période de négationnisme public, de relativisme de la Shoah, mais de contestation de la réalité de ce crime-là, à travers une figure politique avec Jean-Marie Le Pen, avec l'affaire du détail, on est en 1987, et donc on est effectivement dans une politisation de ces enjeux mémoriels-là à la fin des années 1980 dans l'espace public. Et donc la façon dont certains répondent à cela, à cette contestation, c'est justement par le biais du devoir de mémoire. Alors, je comprends tout à fait aujourd'hui la position du mémorial, pour dire qu'on fait avant tout l'histoire, mais il faut se rappeler juste qu'à ce moment-là, en fait, on est plutôt dans un devoir, quand on associe le devoir de vérité à la Shoah, on est dans l'idée d'un devoir de vérité, dans l'idée d'un devoir de vérité historique. Donc, on l'a oublié, mais en fait, les premiers qui ont porté ce terme-là, de devoir de mémoire, c'était surtout pour contester le négationnisme, et c'était surtout pour dire il faut reconnaître ces crimes-là, il faut reconnaître que Vichy, effectivement, a participé activement, et on en est encore aujourd'hui, malheureusement, dans ces enjeux-là, au cours de cette campagne électorale, je dois dire, c'est une très mauvaise surprise, évidemment, mais à cette époque-là, le devoir de mémoire porte ça, en fait, porte cette exigence d'une vérité historique qu'il faut poser dans la société française et au cœur de la société française. Donc ça me semble important de le rappeler. Et puis ensuite, donc, vous avez un tournant, donc ça, je vais mêler deux choses, à la fois mon travail sur le devoir de mémoire et mon nouveau livre sur le récit national. Ce qu'il faut comprendre, en fait, à travers le devoir de mémoire, c'est un tournant dans le récit national français. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, par ce terme-là de devoir de mémoire, une nouvelle configuration des politiques mémorielles nationales qui, auparavant, et je suis désolé, je vais résumer, c'est un petit peu à la grande hache ce que je vais dire, mais qui, en gros, les politiques mémorielles nationales se faisaient auparavant pour célébrer des événements victorieux, glorieux et pour commémorer des héros, depuis le 19e siècle, en fait, depuis l'apparition, en gros, de ce récit national, depuis le 19e, et pas qu'en France, évidemment, c'est le récit national traditionnel, classique, de commémorer des héros, de commémorer des événements glorieux. Et là, à travers, justement, l'instauration d'une politique publique, évidemment, avec Chirac en 1995 et ensuite, au nom du devoir de mémoire, Chirac a été l'un des grands locuteurs de ce terme devoir de mémoire, il l'a répété et re-répété, pas pour le discours du Veldiv, mais juste après, il a commencé en 1996 à Auschwitz notamment, à utiliser le terme, eh bien, on a un tournant, en fait, du récit national. On a un véritable tournant du récit national dont il faut prendre conscience, c'est-à-dire que vous avez une politique publique mémorielle qui se met en place pour reconnaître avant tout
les victimes de crimes, et on est avec la mise en place, et là ça nous concerne directement nous au niveau scolaire, on est avec la mise en place d'une politique de prévention. Une politique de prévention qui consiste à dire finalement il faut se remémorer des crimes pour éviter leur retour. Donc en fait le devoir de mémoire va aussi symboliser, donc formaliser dans le langage, mais aussi symboliser cette idée, cette croyance, cette conviction que vont partager des politiques, des enseignants, des chercheurs, pour dire, avant tout, pour éviter que ces crimes ne se répètent, eh bien, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas amnistier, il ne faut pas oublier, rappelez-vous de Pompidou en 72 dans sa conférence de presse, qui dit il faut jeter le voile de l'oubli sur cette période où les Français ne s'aimaient pas. C'était pour justifier l'amnistie de Touvier en 72. Bon. Donc, on n'est plus du tout dans ce cadre-là, on est plutôt dans un nouveau cadre où on dit, en fait, où les élites ou les enseignants disent eh bien, il faut apprendre ces crimes-là à nos enfants, à nos élèves, pour éviter leur répétition. Donc, on est jusqu'à aujourd'hui, je dirais, sur ce mode-là, à la fois qui est un mode narratif, qui évidemment engage une politique d'éducation à la citoyenneté. C'est là où l'école va effectivement jouer un rôle considérable dans la transmission de la mémoire de la Shoah, parce que effectivement cette mémoire de la Shoah va se mêler étroitement à une éducation à la citoyenneté. Au nom de quoi? Au nom des droits de l'homme, des valeurs des droits de l'homme, au nom de la tolérance, donc ça va énormément compter, et au nom du refus de la barbarie. Et au nom, évidemment, de la vérité historique, j'en ai parlé déjà, mais ça sera aussi, et on va entendre beaucoup de témoins. Bon, moi, j'ai utilisé des archives de l'INA, notamment, en 95, 16, 17, 18, 19. On a plein de reportages à la télévision où on montre un témoin avec des élèves qui vont à Auschwitz, et donc le témoin dit, voilà, au nom du devoir de mémoire, il faut absolument apprendre cette histoire-là pour que vous, et donc il s'adresse aux élèves en général, pour que vous soyez meilleurs, pour que vous soyez de meilleurs citoyens, et surtout pour que ça ne recommence pas. Donc c'est vraiment le grand fil narratif qu'on va déployer autour d'une politique, moi, que j'appelle préventive, et qui a, on y reviendra peut-être dans le débat, qui a aussi des apories et des impasses, il faut bien le dire, justement par rapport à une exigence de vérité historique et de transmission de l'histoire. Donc, on est avec ça. Et puis, deux choses pour finir, parce que le temps est passé très rapidement. Deux choses pour finir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la dimension européenne des transmissions mémoriales dans la mémoire de la Shoah. Donc, tout à l'heure, je reviendrai peut-être sur un article de Peter Carrier, justement, qui a analysé les manuels scolaires européens qui parlent de la Shoah, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, il y a des choses à dire là-dessus, donc peut-être dans la discussion. Et puis, dernièrement, donc c'est pour ça que j'avais utilisé le terme de numérisation de la mémoire de la Shoah. Dernièrement, j'ai dirigé, donc je peux vous faire passer, si vous voulez, un numéro sur le numérique comme environnement mémoriel, et on a un article de Delphine Bechtel dans ce numéro, qui est professeur à Sorbonne Université, sur la mise en mémoire numérique de la Shoah, parce qu'effectivement, en gros, depuis une vingtaine d'années, et donc c'est un phénomène qui s'accélère et qui s'intensifie de plus en plus, vous avez une numérisation des mémoires en général, pas que de la Shoah, mais aussi de la mémoire de la Shoah, et ça c'est un tournant. Il y a des chercheurs qui parlent justement d'un connecting turn, en anglais, pour dire qu'en fait, effectivement, l'avenir, puisque c'est aussi l'une des réflexions, l'avenir se tourne vers le numérique à travers à la fois la numérisation des témoignages, l'utilisation d'hologrammes, ce n'est pas une perspective d'avenir, ça se fait déjà, où vous avez des témoins qui ont été enregistrés et qu'on peut voir par hologramme et qui répondent à des questions d'élèves. Donc ça, c'est aux États-Unis, mais ça viendra peut-être un jour aussi en France. Et puis l'immersion interactive, c'est-à-dire vous avez des fondations, des mémoriaux en Europe, aux États-Unis aussi, mais en Europe. Le musée d'Anne Frank, par exemple, utilise ça, où vous avez des vidéos où on est en immersion et on peut participer d'une manière ou d'une autre, là je n'ai pas le temps de développer, mais d'une manière ou d'une autre à ces événements-là, ce qui pose aussi plein de questions. Mais le pari de ces musées mémoriaux, c'est justement la jeunesse. C'est de dire maintenant, le défi, c'est d'intéresser les jeunes, et il faut passer par le numérique pour cela. Voilà, donc je finirai là-dessus. Merci. Sébastien, vous avez couvert énormément de thèmes. Et, juste une anecdote avant de ne pas laisser la parole à Yanis.
pour répondre aussi à Florian, le mémorial de la Shoah date de 2005. Mais avant, dans le même bâtiment, et dans le même endroit, il y avait le mémorial du martyr juif inconnu, qui date de 1956. Moi, je me rappelle, à la fin des années 60, accompagné mes parents aux cérémonies commémoratives. Et effectivement, vous avez raison, il y avait des cérémonies commémoratives, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait que les anciens déportés, il n'y avait que les familles des déportés, il y avait quelques rescapés qui étaient là, et c'était des cérémonies judéo-juives. Oui, oui. Là, vous avez tout à fait raison, le changement vient de là, effectivement, dans les familles juives et autour du mémorial du martyr juif inconnu. Et c'était aussi son objet dans sa constitution en 1956, qui est un endroit, d'ailleurs, l'étoile de David qu'il y a dans la crypte avec la flamme est une allégorie liée à la symbolique du soldat, de la flamme du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe, une symbolique très républicaine. Mais effectivement, il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas de caméra. Et c'était, moi je me rappelle, ce petit garçon, c'était très triste. Donc, je vous remercie pour cette réflexion. Maintenant, je vais laisser la parole à Yannis Soder, qui est professeur agrégé d'histoire, qui a fait le choix d'enseigner depuis 22 ans dans un collège classé sensible en Seine-Saint-Denis, et il est toujours enseignant. Par ailleurs, il est formateur académique et responsable de formation mémoriale de la Shoah, où il supervise les formations à destination de différents publics, évidemment les professeurs, mais aussi les policiers, les gendarmes, les magistrats, les journalistes, et chaque année on en rajoute. Il est l'initiateur et le concepteur de nombreux modèles de formation portant sur la Shoah, mais aussi sur les génocides du XXe siècle et les violences de masse. Il est directeur d'éducation à la Fondation Jean Jaurès, où il supervise les notes, enquêtes et publications dans ce domaine. Il est membre du conseil des sages de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et il réfléchit depuis de nombreuses années sur l'enseignement de l'histoire de la Shoah et des violences de masse, et les pédagogies et les stratégies de discours autour de ces enseignements. Il collabore à de nombreux médias. Il a publié des ouvrages sur la Shoah, notamment son dernier, qui est Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et du crime de masse, chez Odile Jacob. Et il a publié aussi 2 autres ouvrages sur l'école, Allons enfants, la République vous appelle, et Prof, mission impossible. Et ce soir, il veut aborder un thème lié à l'enseignement, au-delà du mémoriel, l'enseignement. Le titre de son intervention, c'est d'un enseignement moral à un enseignement politique. Yannis, c'est à toi. Merci beaucoup, François. Ça, c'est bon. Je précise que la prof mission impossible, il y a un point d'interrogation. C'est très important. Bien. Alors, après avoir entendu Florian et Sébastien, je vais continuer, en fait. Je vais m'inscrire dans ce qu'ils ont fait, mais en me focalisant sur l'enseignement et en revenant effectivement sur cette décennie des années 1980 qui joue un rôle très important d'un point de vue scolaire en ce qui concerne l'enseignement, l'histoire de la Shoah. D'abord, il faut nous rappeler que la Shoah devient objet d'enseignement en tant que tel en 1989. Donc, avant, il n'y avait pas dans les programmes scolaires un moment Shoah. C'était le chapitre, c'était la Seconde Guerre mondiale, c'était un petit peu noyé. Donc, 1989, l'émergence de ce thème en tant que tel, et 1989, bien sûr, on se resitue dans ce que vient de rappeler Sébastien en termes de contexte. La montée du Front National qui compte énormément dans l'imaginaire collectif de ceux qui réfléchissent sur ces questions-là. 1990, c'est l'affaire de Carpentras. Carpentras qui joue un rôle comme un électrochoc, le retour de la bête, c'est le retour de la bête immonde. 1995, Jacques Chirac, le discours du Veldiv, et on est, et encore une fois, je reprends ce que disait Sébastien, et dans l'enseignement, on est dans une approche liée à la citoyenneté. C'est-à-dire, on est dans le plus jamais ça. Il faut absolument enseigner de manière à ce que cela ne se reproduise jamais. La montée du Front National nous menace. Il nous faut absolument faire prendre conscience aux jeunes générations que nous avons en face de nous que, bien voilà, il y a le risque est toujours là. Ils peuvent, si je caricature bien sûr, ils peuvent revenir. Voilà. Et donc il faut édifier les élèves. Bien. Le constat qu'on peut faire, si vous voulez, à partir de cela, c'est que on a commencé à
partir de 89, enseigner l'histoire de la Shoah. Et on peut constater 15 ans plus tard, je me situe au milieu des années 2000, qu'on a une véritable explosion des actes antisémites. Donc si l'enseignement de l'histoire de la Shoah visait à lutter contre le retour de l'antisémitisme, on peut le dire très clairement, c'est raté. Donc, de fait, voilà, on est à 800, 900, 2004, c'est 900, presque 1000 actes antisémites en 2004 en France, hein, déclarés, évidemment, on est sur ceux qui sont déclarés. On était au début des années 90 à 40-50, il faut voir. Hein, donc, on voit bien que là, on a un problème. On a un problème. Pour compléter, tu as raison, ces années-là, il y avait une centaine d'actes antisémites violents sur des personnes physiques. Avant, c'était souvent des dégradations, des tags, des insultes, des graffitis. À partir des années 2000, ce sont des actes violents sur des personnes physiques et notamment sur des élèves et des enfants. Oui, tout à fait. Donc, une réalité, si vous voulez, qui vient contredire un petit peu ce que nous pensions, je dis nous, hein, parce que je m'inclus là-dedans, ce que nous pensions pouvoir être efficace dans la manière d'enseigner. Parallèlement, on voit également naître ce qu'on appelle aujourd'hui la concurrence mémorielle, c'est-à-dire cette volonté de groupes à vouloir être reconnus, eux aussi comme victimes. Hein, et là, je pense que disait Sébastien tout à l'heure, cette mise en avant de la victime, eh bien, qui finalement acquiert une sorte de statut social, un statut social qui fait qu'il faut être reconnu comme victime, avec cette idée qui germe, et voilà, qui est poussée à l'extrême, va donner Dieu donné, mais l'idée que voilà, finalement, il n'y en a que pour les Juifs sont reconnus en tant que victimes, il n'y a pas que ces victimes dans l'histoire. Voilà. Mais une sorte d'effet pervers du discours public, et d'abord, je crois, du discours public et médiatique autour de la Shoah et donc de ce qu'on appelait alors le devoir de mémoire. De la même manière, on voit après le 11 septembre, après la seconde intifada, naître un discours anti-israélien extrêmement violent et qui, en partie, va s'habiller d'un discours antiraciste en s'appuyant sur l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire faire de l'histoire de la Shoah l'outil qui va servir à délégitimer Israël au nom de la lutte contre le racisme et contre les nouveaux nazis que seraient les Israéliens. Donc on voit bien qu'on a là une dérive, une inversion aussi. Ce sont les Juifs les Juifs israéliens qui deviennent des nazis. Et puis dernièrement, bien sûr, vous le savez, cette assimilation d'événements et de situations vécues, situations politiques ou sociales, assimilées à la Shoah, assimilées aux Juifs. Bien sûr, je pense aux anti-vax, je pense à ces manifestations qui ont eu lieu récemment, ou encore, par exemple, à cette sénatrice qui se balade dans une manifestation en novembre 2019 avec une étoile verte censée symboliser les discriminations dont seraient victimes les musulmans. Donc, on a, vous voyez, des confusions, des assimilations, et là, on peut se questionner sur ce que ces gens ont compris, ont retenu de ce qu'a été la portée, finalement, de l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Néanmoins, cet enseignement, au regard de ce qui s'est déroulé au début des années 2000 et la manière dont les choses étaient pensées, cet enseignement a évolué. Il a largement évolué. On est, je crois, aujourd'hui sorti, même s'il peut persister ponctuellement, mais je crois qu'on est sorti de cette approche moralisante. Très liée à ce que disait Sébastien, c'est-à-dire à l'enseignement de la citoyenneté, très liée à cela, c'est pas bien d'être raciste, mais personne ne vous dira que c'est bien d'être raciste, enfin, à part évidemment les nazis, mais, enfin, voilà, mais sinon, tu vois, vous avez des élèves qui sont capables de tenir des discours antisémites tout en disant qu'ils sont extrêmement antiracistes. Donc voilà, le discours moralisant qui vise à dire c'est pas bien, c'est pas beau, plus jamais ça, n'a aucune utilité politique. Et donc, de ce fait, sortir de ce discours moralisant, je crois que beaucoup de gens aujourd'hui l'ont compris, beaucoup d'enseignants l'ont compris, se méfier aussi de l'émotion. Vous parliez tout à l'heure, enfin tu parlais, Sébastien, tout à l'heure
du témoignage. C'est vrai que le témoignage a été très utilisé, et en même temps, le témoignage provoquait cette émotion que l'on voit, par exemple, dans le film Les Héritiers, hein, où c'est assez archétypal de la chose, où on voit les élèves pleurer devant le témoin. Est-ce qu'ils ont néanmoins compris politiquement ce que cela signifiait? Je n'en suis pas convaincu. Donc, l'émotion aussi aujourd'hui tend de plus en plus à être mise à distance, de manière à avoir un enseignement beaucoup plus politique, c'est-à-dire penser de manière politique dans le but d'édifier. On est toujours à l'école, donc à l'école on édifie, on construit le savoir de nos élèves et leur capacité à réfléchir. Et donc, on est de plus en plus dans un enseignement qui se tourne justement vers les processus politiques, comment les choses se mettent en place, comment les choses sont-elles possibles, comment les événements rendent possible la politique génocidaire. Et auparavant, on se tourne, et ça c'est Florian qui l'a rappelé, on se tourne vers les bourreaux. On s'est beaucoup tourné vers les bourreaux. La recherche, l'historiographie a avancé là-dessus, hein. En France, mais pas uniquement en France, on a beaucoup travaillé sur les Täterforschung, et puis en France sur l'histoire culturelle, sur l'idéologie nazie, la vision du monde, sur les bourreaux, les assassins, ce qu'on appelle aux États-Unis les perpetrators. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce point de vue-là, pour montrer et travailler avec les élèves sur l'idéologie, la vision du monde. Comprendre ce qui structure intellectuellement ces hommes, ce qui fait sens pour eux, individuellement et collectivement, de manière à rendre intelligible les événements et le passage à l'acte. Intelligible, ça ne veut pas dire qu'on le comprend dans le sens où on acquiesce à cela, bien sûr, mais à le rendre compréhensible du point de vue du bourreau. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la tête. D'abord, qu'est-ce qui fait que les nazis, les Allemands entrent en Pologne le 1er septembre 1939, pourquoi ils créent les ghettos et pourquoi il y a Treblinka. Et en se plaçant du point de vue du bourreau, ce que fait aujourd'hui de plus en plus l'enseignement, et ce que font de plus en plus les enseignants, c'est faire comprendre aux élèves ce qu'est une idéologie, un système de croyance. Et la question dépasse largement la question du nazisme, évidemment, et de la Shoah, hein, bien sûr, puisque c'est un système de croyance politique. Faire comprendre comment se mettent en place les processus, donc ça interroge aussi les modèles politiques, dans le sens où ça interroge les modèles politiques qui n'ont pas pu empêcher les basculements. Cela, ça nous interroge aussi, tout comme cela interroge également la manière dont est pensé et organisé le crime dans sa proximité. Et dans sa proximité, cela renvoie aussi, et cela se fait de plus en plus, à la nécessaire ouverture de l'enseignement aux autres types de violences de masse, aux autres génocides, dans lesquels on va trouver des analogies, évidemment, très importantes et très intéressantes, dans l'idée aussi, et je crois que ça me semble important, et excusez-moi, le terme est maladroit, mais de déjudaïser la question du génocide. Le génocide est une question universelle, et rendre la question du génocide universelle, c'est parler aussi des violences de masse qu'on peut assimiler à des génocides. Je pense bien sûr aux Arméniens, je pense évidemment aux Tutsis du Rwanda par exemple, mais qui permet justement d'ouvrir les horizons intellectuels et politiques de nos élèves pour faire comprendre que ces choses-là sont possibles, dans le sens où, en 1990, nous défilions, pas tous, mais certains, j'en suis sûr, avec moi, avec toi, j'imagine, François, contre les événements de Carpentras, au cri de plus jamais ça. 4 ans plus tard, on prenait le ça en pleine figure au Rwanda, et je vous avoue, moi, je n'ai rien compris au Rwanda en 1994. Et pourtant, j'étais en plein dedans, j'étais en plein dans ces histoires-là, donc, même si j'étais beaucoup plus jeune. Donc, si vous voulez, on voit bien, me semble-t-il, que nous avons besoin de cet enseignement politique qui donne à comprendre les motivations des assassins, mais, je regarde combien de temps il me reste, mais il ne faut pas non plus effacer complètement les victimes. Il est frappant parfois qu'aujourd'hui, et c'est un peu un effet pervers
référer à ce que j'ai pu dire aussi, hein, d'ailleurs, ou écrire, les Juifs parfois disparaissent, si vous voulez. Alors, dans la Shoah, c'est vrai qu'ils disparaissent physiquement, mais ils disparaissent aussi en tant qu'être vivant, en tant que porteur de culture, porteur d'une histoire. Si vous voulez, il n'y a plus de Juifs. C'est une histoire qui devient uniquement une histoire politique, il n'y a plus de Juifs. Et donc, réintroduire ce qu'étaient ces communautés juives détruites en Europe de l'Est, ce que Timothy Snyder a appelé sur ces terres de sang, en Pologne, en Biélorussie, en Ukraine, ce qui faisait le cœur du judaïsme européen. On parle de la mémoire de la Shoah en France. Je me permettrai juste de rappeler que la déportation des Juifs de France, ça équivaut à 12 jours de la déportation des Juifs de Varsovie. Juste ça. La Shoah, c'est l'Est. C'est à l'Est que ça se passe. Et il y a aussi, dans l'enseignement aujourd'hui, un déplacement, si vous voulez, du prisme vers aussi ces lieux, ces terres de sang comptées par Timothy Snyder, avec la prise de conscience aussi que, effectivement, le rideau de fer pendant très longtemps nous a quelque part empêchés de regarder de l'autre côté et de comprendre peut-être que la Shoah, elle est essentiellement sur ces territoires. Et donc, cet enseignement a beaucoup évolué. Cet enseignement s'est, on va dire, politisé, mais au sens noble du terme. Hein, on fait de la politique, on fait un enseignement politique de plus en plus, dans l'idée, justement, eh bien, de faire comprendre que le système démocratique, je ne vais pas paraphraser un homme politique très célèbre, mais est peut-être le moins pire des systèmes, mais en tout cas, c'est celui qui nous permet d'éviter le rejeu de ces politiques génocidaires et d'exclusion, de ces politiques génocidaires et d'exclusion. Et donc, les stratégies éducatives aujourd'hui, au-delà de cette, on va dire, philosophie générale, et ça, je reprends ce que disait Georges tout à l'heure, les stratégies éducatives, aujourd'hui, de plus en plus, pas assez encore, parce que les profs manquent de temps, manquent de formation aussi, hein, c'est très clairement, au mémorial, nous formons beaucoup d'enseignants, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, se tournent vers des stratégies éducatives actives, dans le cadre de ce qu'on appelle la pédagogie de projet, qui permet justement un investissement des élèves et justement d'éviter cet aspect vertical. Même s'il se fait de moins en moins, il existe encore, c'est vrai. Et puis, on a aussi parfois besoin de verticalité. Donc je crois qu'il ne faut pas tout... Voilà, on a aussi besoin parfois de verticalité, ça ne fait pas de mal. Surtout le prof, c'est lui qui sait. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, les stratégies éducatives avec la pédagogie de projet, Convoi 77, je pense aussi à un autre projet qui est mené, qui est très, très intéressant, qui s'appelle Parler vivant, par exemple. Hein, il y a beaucoup aujourd'hui de projets qui sont menés et qui rendent les élèves actifs. Mais ce travail dans le cadre de la pédagogie de projet, me semble-t-il, ne peut être possible, et j'irai même plus loin, ne doit être possible, que si ce travail au préalable de conscientisation du fait politique par les élèves est fait. S'il n'y a pas ce travail, je pense qu'on travaille dans le vide, en fait. Et il faut absolument qu'il y ait ce travail en amont pour ensuite rentrer dans cette pédagogie du projet. Les choses peuvent se faire conjointement, de manière à ce que les élèves saisissent réellement ce dont il est question et à quoi répondent leur travail. Et c'est à mon sens, à ce prix-là que peut se faire un enseignement porteur de citoyenneté parce que c'est un enseignement qui est devenu un enseignement politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Denis. Conclut ainsi notre tour de table. Donc, vous avez vu l'histoire des enjeux mémoriels en France, vous avez vu la complexité de la progression du droit de mémoire et comment enseigner la Shoah et l'évolution de l'enseignement de la Shoah. Et effectivement, Yanis résume très bien cette évolution d'un enseignement moral à un enseignement politique, avec les limites et les failles que nous avons tous connues et les déceptions qu'on avait connues par rapport à l'enseignement moral.
Donc maintenant, il nous reste 35 minutes, il est 8h25, nous devons quitter les lieux à 21h parce que Sciences Po ferme à 21h, il n'y a pas de nocturne à Sciences Po. Et donc, est-ce que nous serions ravis de prendre vos questions, interventions. Mademoiselle, au fond, oui. Parlez fort, si vous êtes au fond. Sinon, il y a des micros, c'est encore mieux avec les micros parce que comme il y en a qui nous suivent à distance, par les micros, ils vont vous entendre. Le bouton est en dessous du micro. Voilà, en dessous, il faut que ce soit écrit on pour ça marche. Levez-vous peut-être pour poser votre question. Levez-vous. Levez-vous pour qu'on vous voit. Merci. C'est en rapport avec le projet du Convoi 67, parce que nous, au lycée, on travaille dessus, sur la biographie en Wolfstein, ça m'intéresse. Plus près du micro, on n'entend pas. Ok. Donc, nous, au lycée, on travaille sur le Convoi 77 et sur la biographie de Léo Bronstein. Et du coup, c'est une question en rapport avec le projet du Convoi 77. Est-ce que pour vous, le fait qu'on retrace la biographie de ces personnes qui ont été identifiées à la hâte, très expéditivement, c'était assez cruel parce qu'on avait juste envie de. C'est un peu maladroit, mais depuis les derniers, autant de qu'on pouvait au dernier moment, est-ce que vous pensez que retracer toutes ces biographies, ça permet d'aller à l'encontre et de un peu réparer la déshumanisation qu'ils ont subie et qu'ils ont vécu, et du coup peut-être du coup de réparer aussi les mémoires des gens qui viennent de ces familles-là. Voilà. Merci. Je demande à Yanis de répondre à cette première question. Merci François. Réparer, le vaste mot, réparer. Vous savez, est-ce qu'on peut réparer ça? Moi, ce que je trouve intéressant dans le projet 77, avant de répondre vraiment à votre question, c'est qu'on met les élèves en situation d'écrire l'histoire. On met les élèves en situation de chercheurs, et ça leur fait comprendre. Parce que ce type de projet a d'autres vertus que de travailler sur, je crois, sur une personne. Il a d'autres vertus parce qu'il montre ce que sont des documents historiques. On touche des documents historiques, on travaille on croise des sources, on construit un récit historique. Et on construit un récit historique, vous savez, comme on construit un article de journal sur un événement contemporain. Donc, ce sont les mêmes démarches. Donc, cette démarche, elle est très intéressante. Ensuite, une des vertus de ce travail, c'est aussi de donner des identités à des gens. Vous savez, la Shoah, on dit c'est 6 millions de personnes. Et 6 millions de personnes, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et donc, Léo Bronstein, que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, c'est la première fois que je connaissais un autre Léon Bronstein, mais c'est pas le même, ça s'appelait Lev David Bronstein, alias Risky, mais voilà, c'est un homonyme, mais c'est pas celui-là. Donc là, je ne le connaissais pas. Donner une identité redonner une identité à quelqu'un, et peut-être du fait des recherches que vous faites, un visage, une histoire, c'est incarner ce qu'a été cette histoire, et ça me semble extrêmement important. Est-ce que ça peut réparer? Je ne sais pas. En tout cas, ça redonne un visage, ça redonne une identité. C'est un être humain. C'est un être humain qui a été détruit, tué pour ce qu'il était, du point de vue nazi. Et ça me semble une démarche extrêmement intéressante. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on puisse réparer. En revanche, qu'on puisse faire réfléchir les élèves et qu'on puisse leur faire comprendre la portée de ce type de politique, oui, j'en suis activement convaincu à travers ce type de projet. Mais peut-être que Georges peut dire quelque chose sur la question de la de la réparation. Est-ce que tu as fait ça pour réparer? Pas du tout, pas pour réparer, parce que je ne pense pas que l'on puisse réparer quoi que ce soit. Moi, j'aurais tendance à vous poser la question que vous nous posez, puisqu'en l'occurrence, c'est vous qui êtes actuellement en train de réaliser ce projet,
Alors, je ne sais pas dans quelle partie du projet vous vous trouvez, mais c'est en fait un petit peu ce que nous essayons de comprendre et de savoir dans quelle mesure cette démarche, qui est un petit peu différente des démarches traditionnelles, qui vous met au centre d'un projet où vous êtes acteur, où vous faites un travail de recherche, où il y a d'ailleurs un aspect ludique qui, pour moi, est tout à fait positif. Quand je dis ludique, c'est dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que on est face à un problème particulier qu'on va devoir résoudre. Et dans cette démarche, vous avez non seulement l'acquisition de connaissances, mais l'acquisition des outils de la connaissance. Et Yanis le disait à l'instant, ça va bien au-delà de la Shoah et ça va bien au-delà, je dirais, du sujet que l'on aborde. Donc, c'est la raison pour laquelle peut-être ce projet a un caractère un petit peu original. Sébastien, quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, j'aurais deux choses à dire. Bon, effectivement, je pense qu'il y a forcément de l'irréparable dans ce qui a été commis, et donc on est dans quelque chose d'assez vain si on veut parler de réparation. C'est la première chose. Et la deuxième chose, Ricoeur pour parler de devoir de mémoire, parlait d'un devoir de justice. Donc, on peut aussi associer l'enseignement de l'histoire avec des faits extrêmement rigoureux, et puis être quand même, malgré tout, dans un devoir de justice par rapport à ces victimes innocentes. Donc, ça, je pense que c'est important aussi c'est pas une obligation. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'impératif moral, et je suis tout à fait d'accord avec Anis. Donc là-dessus, il faut vraiment se méfier des effets pervers. Mais par contre, Ricoeur en parlait très bien en ces termes-là. Le devoir de mémoire, c'est un devoir de rendre justice à ceux qui ne sont plus là, à ceux qui ont péri, et à leurs descendants s'ils sont là, ces descendants-là. Il n'y a pas d'irréparable. La deuxième chose, c'est que je trouve d'un point de vue pédagogique, la notion de trajectoire de vie, elle me paraît un bon levier, plutôt que de réduire des individus à leur extermination. Bon, mais ça, on l'a dit et redit, c'est pas nouveau, mais effectivement, je trouve que c'est extrêmement important, c'est plus qu'intéressant, c'est important de remettre en perspective une trajectoire de vie. Voilà. Si vous me permettez, je voudrais rajouter une chose personnelle. C'est dans le cadre du projet Convoi 77, Claire Podetti, qui est là, qui est professeure, a travaillé avec sa classe au collège Charles Cléguy et à Massy-Palaiseau sur les deux grandes tantes qui ont été déportées par le Convoi 77, Denise et Lucienne Klotz. C'est pas tellement ce que je pense moi qui est intéressant, mais à ce projet, elle a associé mon père et ma tante, les neveux de Denise et Lucienne, ainsi que les enfants de Lucienne, Edith et Gilbert Bloch. Et par le travail de l'école, par le travail de recherche, en fait, j'ai été très surpris de découvrir que mes oncles et tantes et mon père m'ont appris plein de choses sur le parcours de leur mère et tante pendant la guerre, avant la guerre aussi, et pendant la guerre. Par exemple, on a découvert que Denise avait été résistante, ce qu'on ne savait pas. On a découvert plus de choses sur les mystères de leur arrestation. Et j'ai vu, j'étais le témoin de ce que ça a provoqué chez mon père, oncle et tante. C'est une sorte d'apaisement et de redécouverte du destin de leurs proches, qu'ils ont connus, enfants, plus qu'enfants, adolescents. Et c'était en fait une œuvre catharsique assez intéressante. Et donc, au-delà du travail pédagogique, éducatif, pour les enfants des déportés, pour les familles des déportés, c'est un travail, non pas de réparation, mais c'est un travail de compréhension et de redécouverte de destin. Donc, ça a une double fonction pédagogique et aussi un peu curative pour les familles. Vous aviez une question, monsieur? Oh. Merci, donc je suis Marc Luc, je suis aussi membre de Convoi 77, où j'ai pris la succession de mon père, qui est décédé il y a maintenant 2 ans. 2-3 petits points. J'ai un énorme sentiment d'échec, malgré tout ce qui est. Alors, l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, on ne parle plus tellement de du négationnisme, c'est plus tellement d'actualité. On parle plutôt de falsification, de banalisation des choix et de délégitimisation par les autres. Et
effectivement, j'ai du mal à comprendre que malgré tout ce que vous faites, ce qui est fait, finalement, on n'en finit jamais de tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me travaille, qui m'obsède. Je crois qu'en fait, c'est le point principal que je voulais soulever aujourd'hui. Ah oui, l'autre point, c'est est-ce qu'il y a d'autres voies que l'enseignement pour justement lutter contre tout ça? Et puis finalement, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas d'autres initiatives similaires à celle, enfin à ma connaissance, à celle qu'on va se faire. Merci. Sébastien? Non, Sébastien, allez-y. Oui, Yannick, je pense, non, plutôt. Non, je veux bien compléter après, mais non. Oui, je comprends hein, votre sentiment. Évidemment, je crois que beaucoup de gens peuvent le partager. En 2015, je me souviens avoir dit qu'on n'avait jamais autant et aussi bien enseigné l'histoire de la Shoah et qu'on n'avait jamais eu autant d'actes antisémites. Donc, évidemment, ça questionne. Évidemment, ça questionne, mais vous savez, j'imagine, comme nous tous ici, que l'antisémitisme a une dimension métaphysique qui, voilà, et si effectivement on a pu penser naïvement que finalement la Shoah avait mis fin à l'antisémitisme, bon, on sait bien sûr fourvoyer, mais fourvoyer légitimement, voilà, après un tel événement, voilà, qui pouvait penser que l'antisémitisme ressurgirait, qu'il changerait de visage aussi, parce qu'il est très plastique, l'antisémitisme, et qu'il s'adapte, et qu'il voilà, il change sans arrêt. Moi, je poserais donc la question autrement. Je pense que heureusement qu'on fait tout ça. Parce que si on ne faisait pas tout ça, ce serait pas, je crois qu'on n'en serait pas là. On en serait peut-être une situation bien plus grave. Voilà, donc, je suis convaincu que ce que nous faisons, je dis nous, tous les acteurs, hein, tous les enseignants, tous ceux qui travaillent, toutes les associations, toutes les institutions qui travaillent sur la question, font un travail absolument essentiel. Parce que bien sûr, il y a l'antisémitisme. Évidemment, et on sait très bien que les réseaux sociaux participent évidemment de la diffusion de l'antisémitisme, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ces optiques-là, et même travaillent contre ces choses-là. Donc, je crois qu'il faut aussi regarder cela de manière à la fois objective, mais surtout de manière réfléchie. Nous n'en aurons, c'est pas une bonne nouvelle, hein, mais nous n'en aurons jamais fini avec l'antisémitisme. Jamais. Hein. Et le constat, je crois que le constat que nous pouvons faire, nous qui avons pensé qu'on en terminerait un jour en réalité, en 90, quand on défile contre Carpentras, on sait très bien, on imagine que ces trois pauvres débiles néo-nazis, puis voilà. Et puis il y a Yanani, et puis il y a Toulouse, il y a Ozaratora, et puis il y a Pierre Cacher. Voilà. Donc, parce que 1990, il n'y a pas de mort. Hein. Il n'y a pas de mort. Donc, voilà, je crois que ce que nous avons appris depuis 20 ans, c'est que nous n'en aurons jamais fini avec l'antisémitisme. Et que, je vais être un peu cynique, mais finalement, il n'y a pas de raison. Les Juifs, tout au long de l'histoire, les Juifs ont vécu avec. C'est pas nous. Voilà. Pas tout. Hein, voilà. Donc voilà, c'est. D'ailleurs, il y a un très bon livre d'un ancien prof de Sciences Po, que j'ai eu comme prof, Pascal Auric, qui a fait un livre sur ce sujet, qui arrive à la même conclusion. Sébastien, vous vouliez aussi répondre? Non, très rapidement. Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, Yannis signale Carpentras, et je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais j'aurais pu, parce que dans l'imposition du terme devoir de mémoire, il y a ce jalon-là aussi. Il y a Carpentras, 1990, qui a joué un rôle considérable, et je crois que Florian aussi l'avait noté aussi dans son étude. À dire que effectivement, on a nous connu, notre génération à nous a connu une période très particulière dans cette prise de conscience de la Shoah qui ne reviendra pas. Voilà, donc il faut en faire son deuil. Il y avait vraiment une sensibilité sur cette question-là très particulière. Alors, il y a l'extrême droite, ça c'est très clair, mais il y avait quand même une majorité de personnes, on va dire,
pour prendre conscience à la fois, un, de ce crime génocidaire-là très particulier, et deux, effectivement, d'être sensibilisé sur la question de l'antisémitisme qui nous a armés politiquement, faut le dire. Enfin, je veux dire, c'est cette génération qui a été extrêmement sensibilisée à ça. Personnellement, j'ai un souvenir personnel extrêmement fort de 90, tu vois, mais même de Carpentras, et où on va montrer des images justement de la diffusion de Nuit et brouillard sur les chaînes de télévision, sur les 5 chaînes. Bon, voilà, donc des choses qui effectivement nous paraissent assez incroyables aujourd'hui, avec une sorte de consensus. Bon. Le deuxième aspect de ce que vous vivez, vous, comme un échec, c'est que je pense qu'effectivement, il y a une sorte de retour de bâton à mettre en avant, dans une sorte de sacralisation, la mémoire de la Shoah, portée par des valeurs civiques, citoyennes, et de mettre ça au centre, effectivement, a appelé à une certaine transgression aussi. Hein, donc, il y a ces deux facettes-là. C'est-à-dire qu'à la fois, on va porter ça au centre du jeu, si je puis dire, mémoriel. Je ne vais pas parler de l'Europe, mais en fait, l'Europe de l'Ouest a centré à partir de 1995 son récit autour de la reconnaissance de la mémoire de la Shoah. Donc, il y a une centralité qui a eu lieu. C'est très clair, dans les années 1990, il y a un retour de bâton après avec effectivement un désir de transgression, une concurrence mémorielle, etc. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer, au contraire. Donc, j'en suis absolument persuadé. Oui, justement, à propos de… Moi aussi, je reprendrai l'inversion de la formule que nous a proposée Yanis et je rebondirai sur Carpentras. Carpentras a eu un effet, la profanation de Carpentras associe à bien des choses, toujours effectivement très heureuse. La profanation de Carpentras a eu un effet de mobilisation à la fois incroyable et en même temps, finalement, a posteriori, on peut se dire que, je suis d'accord, on préférait qu'il y ait un autre ressort que celui qui est, il y a eu cette mobilisation-là, et pourtant, on en est là aujourd'hui. On en est là, donc, à savoir autant d'attaques, autant d'agressions, autant de haine, et au-delà de l'antisémitisme. Donc, constat d'échec. Il y a deux choses. Je pense que d'abord, cette mobilisation, elle a été remarquable et on en a connu d'autres. Donc, c'est une première chose. Vous disiez, est-ce que, donc, en dehors des enseignants, il y a d'autres canaux? Oui, évidemment qu'il y a d'autres canaux. Hein. On ne porte pas toute la formation civique de la jeunesse sur nos épaules et qu'on essaye d'en mettre un maillon, le plus solide soit-il, et le plus intelligent possible. Maintenant, voilà, on est un maillon. Précisément, l'important, c'est que ces chaînes associatives, scolaires et autres politiques, en fait, fassent système. Après, d'un côté, mais donc je vais reprendre la nation, on peut se dire que, parce que la profanation de Carpentras, on pourrait dire cet effet comme ça de mobilisation, on scande, que plus jamais ça, effectivement. On a appris aussi de cela, c'est qu'on était dans une réaction qui a été spontanée. Effectivement, les journaux télévisés nous montrent des images sans filtre, c'est pour certains juste stupéfiant. Mais derrière cela, on nous montre des images, on n'explique pas. On diffuse Nuit et brouillard. On sait combien ce film peut être accompagné en fait, d'un discours historique, d'un accompagnement aussi culturel hein, sur l'histoire du film, sur les intentions du réalisateur, sur le contexte dans lequel il a été produit. Donc, on diffuse comme ça en disant c'est un bon vaccin. En fait, on est tranquille. Écoutez, non, ça n'a pas été un bon vaccin, hein, on est d'accord, malheureusement. Maintenant, et donc vous disiez, est-ce qu'on continue de réfléchir? Oui, précisément. De ces échecs-là, de ce qu'on a pu investir d'émotionnel et donc aussi de compassionnel dans l'enseignement au cours des années 90, on en est un peu revenu. On a compris qu'il y avait un effet annihilant, notamment justement sur l'intellection des événements dont on essaye de retracer les mécanismes, pas simplement la factualité des choses, hein. Voilà, comprendre comment ça s'est déroulé. Et donc, depuis, voilà, les manières d'enseigner cela ont été considérablement diversifiées. Il y a un énorme travail qui est fait. Et parce que, je répète, on peut faire un autre ressort, mais parce qu'on est parfois face à ce mur contre lequel on bute, on réfléchit à d'autres moyens. Et c'est vrai qu'on a cité le nom de Sarah Gainsbourg, mais le travail qu'elle fait par les vivants est vraiment remarquable.
D'abord parce qu'elle s'empare des outils d'aujourd'hui, donc ça parle à un public qui est immergé. D'autre part parce qu'elle le fait donc, avec toute sa sensibilité de sociologue et d'historienne. Et puis parce que c'est par les vivants. Et ça, c'est quand même aussi, je crois, une très belle formule. C'est peut-être un bon moyen, justement, de ne jamais se décourager. Merci, madame. Non, mais excuse-moi, madame, tout d'abord. Oui. Pas de concurrence. Madame d'abord. Merci. Bonjour, je suis membre du Convoi 77 par mon père, qui a été déporté de Lyon en 1944. Je veux répondre à monsieur pour lui donner. J'ai fait il y a 2 ans, j'ai commencé à faire des recherches à Lyon, puisque mon père en 1941 était à Villeurbanne et a eu des faux papiers par un policier français. Puisqu'il devait y avoir tout un réseau de résistance, puisque mon père cachait des juifs dans le grenier où on habitait. Il y a une association à Lyon qui s'appelle l'Association historique de la police lyonnaise, qui existe depuis 18 ans. Ils ont retrouvé toutes les coordonnées de ce policier et de sa femme, et on a remonté tout un réseau. Et moi, qui n'ai pas connu mon père puisqu'il a été déporté à la prison Montluc, où il y avait Barbie dans la cabane des Juifs. Et j'avais 10 mois, et ça m'a redonné de l'espoir de savoir tout ce qui avait été fait. Par contre, ma sœur, qui a 6 ans de plus que moi, qui a subi la Gestapo à Lyon, elle a été très troublée. Mais moi, ça me donne de savoir tout ce que mon père a fait. Je continue l'histoire de mon père. C'est pas négatif. C'est ça que je voulais dire. Merci madame, c'est plus une intervention très émouvante d'ailleurs, une question. Donc, madame au fond. Alors moi je suis étudiante à Sciences Po et j'étais à la Sorbonne avant et je me suis toujours posé cette question de comment enseigner cette question-là, parce que moi je me souviens qu'au lycée on n'avait pas travaillé la Seconde Guerre mondiale en terminale, qui je trouve est un vrai problème parce qu'on doit choisir entre la guerre d'Algérie et la Seconde Guerre mondiale dans le programme, et déjà de devoir faire ce choix-là, qui est le professeur qui le fait, mais qui est un choix qui pose problème parce que ça joue de cette concurrence de mémoire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé, mais je pensais qu'il fallait soulever, mais du coup moi j'ai pas travaillé sur ces questions-là, et donc mes camarades non plus. Et quand je suis arrivée à l'université, on s'est rendu compte avec beaucoup de camarades qu'on n'était pas les seuls à pas connaître plein de choses. En fait, on a vu les films, on a vu ce qui passe à la télé, on voit. On sait qu'il y a eu un génocide, etc. Sauf qu'à la fin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas forcément plein de choses de ce qu'a fait Vichy, de comment les lois ont été instaurées. Et c'est un travail très personnel qu'il faut faire pour savoir énormément de choses. Et voilà, je trouve que c'est un problème, même comment on fait, même à l'université, la question doit se poser aussi, comment on fait intégrer cette question-là, parce que nous, voilà, on a trouvé une solution qui, je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure. On a emmené des étudiants non juifs, qui ne s'étaient pas posé la question, on les a emmenés en Pologne et on a vraiment fait un travail avec des historiens. On a posé ces questions-là et on a vu toute la demande qu'il y a eu des étudiants.
Et donc, ça veut dire qu'il y a une carence, alors qu'on a l'impression qu'on en parle tout le temps. Et en même temps, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on peut savoir. Et finalement, comment on peut faire pour même intégrer ces questions-là à l'université. Et surtout, c'est pas vous qui pourrez répondre à ces questions-là, mais le fait qu'on soit obligé de choisir entre deux terribles choses qui ont touché l'histoire française, c'est déjà aussi un problème. Et ça fait qu'il y a beaucoup de carences, même en termes historiques, quand on arrive à l'université. Et après, voilà, il faut faire son travail seul. Merci. Voilà. Alors, je pense que tous nos conférenciers devraient répondre à cette question. C'est intéressant. Alors, guerre d'Algérie ou Shoah, et après, est-ce qu'effectivement on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on connaît? Non, mais attendez, alors, juste une clarification. Hein. Donc, non, il y a deux clarifications à faire. Il y a deux clarifications à faire. La première clarification, c'est que 2012, le choix qui était proposé aux enseignants de terminale portait sur la mémoire, pas sur l'histoire de la Shoah. Pas sur l'histoire. Hein. Donc, l'histoire était bien enseignée. L'histoire, elle a été enseignée la classe précédente. En première, si vous voulez. Donc, là, vous parlez de la question du choix, c'était sur les mémoires, donc l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie, ou l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, mais pas de l'histoire de la Shoah, qui était bien enseignée. Donc, normalement, vous l'avez vu en première, normalement. Sauf que ça arrive en fin de programme, mais souvent, les profs n'ont pas le temps. Ça, c'est, voilà. Donc, effectivement, ça, c'est un autre problème. Pour continuer, la deuxième clarification, c'est que depuis 2019, avec les nouveaux programmes de lycée, ça a changé. Bon, donc moi, personnellement, quand j'avais été auditionné par la commission des programmes, j'avais dit surtout arrêtez ça. Arrêtez de mettre ça en balance parce qu'effectivement, ça ne fait qu'alimenter la concurrence des mémoires. Enfin, bon, on ne va pas charger ceux qui ont rédigé le programme de 2012. C'était très bien pour introduire ça, c'était très ambitieux. Bon, mais sauf que la question qui était effectivement là à choisir entre la guerre d'Algérie et la Seconde Guerre mondiale, mais implicitement aussi la Shoah, a forcément des effets pervers. Donc, ça a changé. Bon, il y a plein de choses à dire sur les nouveaux programmes, mais en tout cas, la mémoire de la guerre d'Algérie ou les mémoires de la guerre d'Algérie sont présentes dans le programme de tronc commun comme en SPE et les mémoires du génocide de la Shoah aussi. Bon, donc là-dessus, on a gagné quand même quelque chose. Voilà, donc moi, j'avais juste cette clarification à faire. Après, sur la question de l'histoire, je suis un peu surpris que vous n'ayez pas du tout vu ça. Non, si. Ah bon. Moi, je me souviens qu'il fallait faire ce choix. Oui. C'est vrai. Mais bon. Ah oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est vous parlez de vous, mais vous parlez aussi des gens autour de vous, et qui avaient cette impression, finalement, de savoir de quoi il était question, mais finalement, de ne pas en avoir compris le sens, si j'ai bien compris. Vous savez, je crois que c'était en 2019, pour la Fondation Jean Jaurès, j'avais mené un sondage sur l'enseignement des génocides. Alors, on l'avait fait à la Fondation parce qu'il y avait eu un sondage CNN qui disait que 20% des jeunes n'avaient jamais entendu parler, et le terme qui était utilisé, c'était Holocauste. Et donc, on s'est dit, je me souviens qu'à la Fondation Jean Jaurès, on s'est dit, ouais, ça va être le terme. C'est le terme Holocauste. On fait le sondage et je reprends exprès le terme des programmes, le génocide des Juifs. Terme des programmes. Même chose, 20%. 20% disent, j'ai jamais entendu parler. Donc on s'est interrogé. 3 fois, on enseigne dans le cursus scolaire l'histoire de la Shoah. En cycle 3, enfin CM2, en 3e et en 1er à l'époque. Donc c'est impossible en fait. Qu'à un moment donné, il n'y en ait pas 1 sur 3 des profs qui ait fait le boulot, si vous voulez. Donc c'est impossible. Mais ce que j'en ai compris, moi, en tout cas c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, elle est tout à fait discutable, c'est qu'on zappe. On zappe. On va très vite. On a 2, 3 heures, 4, on va aller sur les 4 heures, voilà, tac, et puis on passe à autre chose, et puis on passe à autre chose, et puis on passe à autre chose. Et donc, du coup, je me demande dans quelle mesure certains jeunes, peut-être c'est 20%,
n'ont pas tout simplement oublié ce dont il était question. Que c'est impossible, de mon point de vue, c'est impossible qu'ils n'en aient jamais entendu parler. C'est impossible. Sauf que, voilà, ça. Alors, moi, j'étais le roi du radiateur au fond de la classe. Donc, plein de trucs, j'ai oublié. Ça, j'ai pas oublié. Mais donc, on peut oublier. On peut oublier. Voilà. Et donc, du coup, ça ne marque pas. Et ça veut dire que là, il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Si cet enseignement, l'enseignement de manière générale, ne marque pas, c'est qu'on a un problème. Voilà. Et donc, mais ce n'est pas la question que vous posez, mais ça m'a fait penser à ça. Donc, un élève sur 5 dit ne jamais avoir entendu parler de la Shoah, enfin, du génocide des Juifs. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, vous nous dites, on en a entendu parler, mais finalement, on ne sait pas grand-chose. Alors, moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je pense qu'on ne fait pas assez penser les élèves. Et on ne les fait pas assez produire. Parce que penser, pour pouvoir penser, il faut produire. C'est tout l'intérêt de ce type de projet, par exemple. Mais c'est aussi l'intérêt de passer par l'écrit, c'est-à-dire construire un récit. Construire un récit, écrire, c'est réécrire, c'est-à-dire, j'écris une fois, puis je réécris, je réfléchis, je pense. À partir du moment où on construit quelque chose, où on produit, où les élèves produisent, ça s'imprime. Si on ne produit pas, et si on fait du zapping, parce qu'il y a un programme à terminer, ce qui est normal, et un examen, etc., ben on fait comme tout le reste, on fait comme ça. Voilà. Et je pense que c'est ça qui se passe. Non, mais simplement, effectivement, bon, alors, donc, cela a été enlevé, très bien, mais ça a aussi témoigné d'une chose, c'était louable hein, de vouloir travailler sur ça s'intitulait l'historien et les mémoires. C'est ça. Donc les mémoires de la guerre d'Algérie, les mémoires, le pluriel par contre on appréciera, les mémoires de la guerre d'Algérie, les mémoires de la Shoah, donc en soi très louable, et puis pour le coup dans une continuité avec ce que vous faites, se saisir à expliquer quel est le métier d'historien, comment en fait on construit ces récits, quelles sont les sources que l'on utilise, etc. Mais donc heureusement que ça a été supprimé parce que votre témoignage il est assez révélateur de là où ça blesse aussi, outre la culture du zapping, c'est que pour pouvoir étudier, que ce soit appliqué à la guerre d'Algérie, que ce soit appliqué à la Shoah, en l'occurrence, pour que ce thème soit traité de manière correcte, avec des élèves qui ont d'autres sollicitations d'un point de vue disciplinaire sur des années qui vont charger, là on entend tous, c'est qu'il aurait fallu, donc là, il y a quand même le bas qui blesse, il aurait fallu que cette histoire de la guerre d'Algérie ou de la Shoah, elle ait été pleinement comprise en fin de première, justement. Parce que comment travailler sur les rapports entre histoire et mémoire, et notamment les distorsions, les décalages, les déformations qui s'immiscent entre cette histoire et les représentations qu'on en a dans les années 50, 60, 70, etc., si de toute façon on ne sait pas de quel point de réalité historique on parle. Donc là, voilà, on va clore la question, mais tant mieux, parce que en fait, il fallait pouvoir donner les moyens d'enseigner cette question que je répète hein, je trouve plutôt très intéressante, sur une continuité d'un cycle. Parce que sinon, en fait, c'est finalement donner pour retirer. Donc, très bien. Bon, merci. Il nous reste 5 minutes, donc on va prendre une dernière question. Bonjour, donc Elisabeth Laverlieu, je travaille dans l'éducation nationale. J'aurais une question. Vous avez parlé, monsieur, de consensus dans les années 90 et ce sont effectivement des images fortes, notamment à Lyon, avec le procès Barbie qui avait laissé de fortes traces. Mais néanmoins, qu'en est-il, et ça je ne le sais pas du tout, de la nouvelle droite et du GRES et de la contribution en fait, de la nouvelle droite à une continuation de l'antisémitisme qui n'était certes pas publiquement affiché, mais qui pouvait contribuer notamment à alimenter les actes dont vous avez parlé sur Vous voulez dire à l'époque, la nouvelle droite, fin 80, début 90. Dans les années 70, à partir du Dans moment les de années la 70, début création, 80. jusqu'en années Alain Denoir. Ils sont extrêmement actifs. Et j'ai cité Michel Noir, justement. Michel Noir va porter le fer contre l'universitaire, j'ai un trou de mémoire, mais qui... Forisson, mais non, Notin. Contre Notin, justement, on est en 89 ou 90 au nom du devoir de mémoire. Donc, ils sont extrêmement actifs dans
dans ce discours négationniste qui a été porté, donc, enfin, je ne vais pas refaire un historique, mais dans l'espace public avec Faurisson en 79, avec donc, sa tribune dans Le Monde, sur la rumeur d'Auschwitz. Et donc, effectivement, c'est relayé politiquement par le Front National, mais aussi par la Nouvelle Droite. On est dans la même mouvance là-dessus. On est sur les… Voilà. Donc, quand je parle de consensus, c'est parce que on a évidemment consensus, il y a à cette époque-là des opposants, des négationnistes, etc. Donc, ça ne veut pas dire que toute la société française est sensibilisée sur cette question-là. Mais on rappelle les chiffres. Carpentras, bon, voilà, c'est environ 1 million de personnes. Moi, quand j'avais, dans les années 80, quand j'avais regardé Shoah de Lanzmann en 87, c'est 5 millions de téléspectateurs, 4 soirs de suite. 5 millions de téléspectateurs. Et on est dans la découverte. Et c'est ça qui est malheureusement, voilà, enfin, on ne peut plus revivre ça. Parce qu'effectivement, Shoah de Lanzmann, c'était un inédit. Il sort en salle en 85, il passe pour la première fois à la fin du procès Barbie en 87, 5 millions de téléspectateurs, 4 soirs de suite jusqu'à minuit. Voilà, donc c'est ça, quand je parle de consensus, c'est ces chiffres-là. Bien sûr, il n'y a pas l'intégralité de la société française qui est là-dedans, mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est que c'est un mouvement assez large de la société française qui est sensibilisée sur cette question-là. Et aujourd'hui, sur le rôle de l'extrême droite, de cette droite un peu, enfin de cette extrême droite dans l'antisémitisme contemporain, il y a un vrai travail qui est fait par l'extrême droite, notamment par les réseaux sociaux, mais aussi par Internet. On pense évidemment à Alain Soral, qui joue Égalité et Réconciliation, c'est 4 à 5 millions de vues par mois. C'est un des sites politiques les plus visités. Donc, et les chercheurs qui travaillent sur l'extrême droite doivent être 50, donc ce n'est pas eux qui font du chiffre. Donc, j'y vais très régulièrement. Voilà, le 51. Donc, mais cette extrême droite-là, elle a très bien compris, d'abord, l'utilisation de ces technologies, et puis surtout qu'elle pouvait s'agréger par un discours particulier, une partie de la jeunesse, notamment issue des quartiers, comme on va le dire comme ça, sur justement le point commun qu'ils peuvent trouver, c'est-à-dire la haine des Juifs. On l'a vu, par exemple, dans cette manifestation qui s'appelait Jour de colère, dont a parlé Pierre Birnbaum, très intéressant, où on voit la conjonction de gens issus de différents milieux politiques, mais aussi sociaux ou géographiques, qui se retrouvent sur un point commun, sur un accord, l'antisémitisme. Juif, la France n'est pas à toi. Voilà ce qu'on crie ce jour-là dans les rues de Paris. Juif, la France n'est pas à toi. Donc, et là, cette extrême droite-là, extrêmement habile, joue un rôle absolument central, me semble-t-il, dans la diffusion de l'antisémitisme contemporain avec ses nouveaux visages par le biais des réseaux sociaux dans une partie de la jeunesse. C'est ça, c'est le plus petit dénominateur commun. Voilà. Sur ces mots un peu pessimistes, on va pas rester sur des mots pessimistes, je vais laisser peut-être le dernier mot au président de la très belle association Convoi 77 pour conclure cette conférence. Moi, je vais de mon côté remercier tous les participants, Sébastien, Florian et Yanis, remercier les étudiants de Sciences Po qui ont organisé ça superbement. Bravo. Ici, le mot de la fin à Jean-Pierre. Tu me donnes un rôle assez difficile à jouer, mais je reprends cette responsabilité. D'abord, je vous remercie à tous et à toutes qui étaient avec nous aujourd'hui, d'avoir participé à ce débat, à ceux qui nous ont suivis sur Internet. Et je voudrais vous dire que moi, je ne suis pas pessimiste, d'abord parce que vous savez quelle est la définition de l'optimisme, c'est un pessimiste qui sait qu'il n'a pas d'autre choix. Donc, je participe à cette catégorie, et lorsque nous regardons les biographies qui sont écrites par les enfants qui ont réalisé des projets, la grande majorité sont réalisées par des enfants dans des classes de 3e. Et quand on voit la qualité, la profondeur, l'intérêt, la motivation de ces enfants, quand on discute avec eux, ce que je fais souvent,
les éclairs qu'il y a dans leurs yeux, on se dit que non seulement on participe à quelque chose de positif, mais que vraisemblablement ce que l'on a fait servira pas uniquement à essayer de comprendre ce qu'a été la Shoah, parce que qui peut comprendre ce qu'a été la Shoah, qui peut comprendre ce que c'est qu'un génocide, mais cela avoir participé à une certaine, comment dirais-je, maturation de ces enfants qui vont se retrouver demain peut-être différents de ce qu'ils étaient aujourd'hui, en partie grâce à des projets comme le nôtre. Et c'est de cela que je tire, moi, mon optimisme, et je dirais ce qui nous motive les uns et les autres dans notre association, et ce qui motive de très nombreux enseignants, pour continuer, malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré l'existence de l'antisémitisme qui ne disparaîtra peut-être malheureusement jamais, à faire ce qu'il convient de faire pour que ces jeunes d'aujourd'hui, qui seront les hommes et les femmes de demain, puissent, je dirais, gérer ou participer à la gestion du monde d'une façon plus intelligente que ce qu'on a peut-être réussi à faire les uns et les autres. Donc, merci beaucoup.